Rebonjour à tous. Sans plus tarder, j'invite M. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre, à prendre la parole pour présenter notre invité. Alors, d'abord, permettez-moi de saluer Luc Rabouin qui est avec nous, qui est le maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et un presque candidat en campagne électorale, ça s'en vient. Et Maude Allaire, qui est mairesse de Contrecoeur, elle aussi, presque en campagne électorale, ça s'en vient, mais merci d'être avec nous. Et merci à vous tous. Je le disais tantôt à des gens, moi je me sens littéralement comme un enfant. On vient de dire, tu ne l'avais pas vu, mais Noël, c'est aujourd'hui. C'est un immense, immense plaisir. Puis je disais à la blague, Martin, là, je pense qu'on va t'applaudir même si t'es pas bon. L'idée, là, c'est... Non, mais je l'adore, Martin. Là. On fait une méchante belle équipe ensemble, mais sérieusement, là, c'est comme un geste qui est symboliquement très puissant, qui est, on reprend le droit, la possibilité de se voir, la possibilité de se parler de ce qui va bien, de ce qui va moins bien, mais comment on peut faire des affaires, comment ça devrait se passer. Et éventuellement, beaucoup de gens ont changé de poste, beaucoup de gens ont évolué dans leur carrière. Ça fait depuis le mois de mars 2020 qu'on ne s'est pas vu comme ça. On a fait des événements de Zoom, vous avez été nombreux à être là, ça a bien fonctionné, on était très heureux. Mais en Zoom, là, les contacts bidirectionnels sont pas mal plus compliqués. Donc, aujourd'hui, je trouve que c'est symboliquement puissant. On est 250, là. J'ai du personnel de la Chambre qui voulait être dans la salle, puis on leur a dit, malheureusement, si on va avoir la possibilité d'accueillir le plus de gens possible, bien, vous devrez être à l'extérieur de la salle, tout simplement parce qu'on voulait donner la possibilité au plus grand nombre d'être ici. Je voulais faire un clin d'œil à quelqu'un qui est à la table d'honneur et dont c'est la dernière journée, Jean-Denis Charret, qui était depuis des années un complice de beaucoup de choses qu'on a fait à la Chambre. Jean-Denis était vice-président responsable du membership, responsable de nos commandites et de nos partenariats, et depuis quelques années aussi responsable de toute la structure d'organisation de nos événements à la Chambre. Jean-Denis nous quitte. Son rêve dans la vie, c'était d'être PDG à la place du PDG, puis je colle un peu. Alors, Jean-Denis a décidé de se joindre à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, un secteur qui a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de possibilités. Donc, on lui souhaite le plus grand des succès. Bravo, Jean-Denis. Aujourd'hui, on reçoit Martin. Martin, c'est un petit nouveau dans cette fonction-là. Donc, ça fait partie de tous ces gens qui, durant la pandémie, ont changé de job. Il y en a un méchant paquet. Et je suis très content et je remercie Martin. Il y avait un statement qui était de dire, moi, je vais venir en présence, en accueillant des gens en présence, en accueillant tout le monde qui veut bien venir écouter, parler du sport et de ses enjeux. Mais il y avait un geste qui était posé là-dedans et je le remercie. On n'était pas sûr, quand on a commencé les discussions, que ça pourrait avoir lieu. Merci, Martin, de ta confiance. Je remercie les invités de la table d'honneur. Évidemment, je vous remercie tous d'être là, mais ils font un statement. C'est-à-dire que je leur disais, là, quelque part dans la communauté, ce que vous dites, parce que vous êtes affichés, c'est « OK, on reprend. On va avoir des conditions sanitaires qui vont être respectées. Tout le monde ici est double vacciné. Tout le personnel de la Chambre qui peut rencontrer des gens est double vacciné. Donc, on est dans cet environnement sécuritaire de double vaccination. Comme disait le premier ministre, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec la COVID. Et ce que ça veut dire, c'est de se faire vacciner. Ça ne veut surtout pas dire on s'en fout. Mais ça veut aussi dire qu'on recommence à se rencontrer. Et d'un point de vue de Montréal, qui a le vent dans les voiles, oui, mais qui a des défis, je pense que c'est particulièrement important. Maintenant, Martin. C'est très, très, très symbolique, je pense, qu'on reçoive aujourd'hui le dirigeant d'un actif hautement stratégique pour notre relance. On reçoit le dirigeant du port de Montréal. S'il y a une chose qu'on sait, c'est qu'on produit ici en ayant des intrants, en ayant des fournitures qui viennent de l'étranger, et on veut exporter une bonne partie de ce qu'on produit. Ça a énormément de valeur, et ça passe en grande partie par le port de Montréal.
J'ai plein de chiffres ici pour dire à quel point c'est important, mais ce que moi, je veux simplement rappeler à tout le monde, c'est qu'on a eu une pandémie, on a eu des blocus ferroviaires, on a eu une grève au CN, on a eu des grèves au port de Montréal à 2 reprises. Et derrière tout ça, ce qu'on a pu voir, c'est l'importance de cette chaîne logistique. À quel point notre économie dépend d'une chaîne logistique qui est fluide, qui fonctionne. Et le port est un actif absolument stratégique, essentiel. En fait, je suis surpris qu'au gouvernement fédéral, on se pose encore la question, est-ce que c'est un service économique essentiel? C'est clair qu'on va être solidaire avec le port pour dire que oui, c'en est un. Et donc, il faut qu'on s'assure qu'en tout temps, dans l'avenir, le port puisse fonctionner au cœur de cette chaîne logistique absolument nécessaire, névralgique pour notre économie. J'ai assez parlé, j'espère que j'ai pu communiquer à quel point on est heureux de vous accueillir. Je sais même, je termine là-dessus, qu'il y a des curieux des autres organisations qui organisent des événements pour venir voir comment ça peut se faire. Alors, merci d'être ici. Vous voyez comment ça se fait. Et Martin, encore une fois, merci d'être avec nous. Bienvenue. Merci beaucoup, Michel. Entrée fracassante. Merci de m'accueillir. Distingués invités de la table d'honneur, chers collègues et amis du Port de Montréal, Mesdames, Messieurs, bonjour à tout le monde. C'est ma première présence ici sur cette tribune. Ça me fait immensément plaisir d'être là. Je suis fier, mais c'est un peu humbling comme geste. Et j'aimerais vous remercier. Michel a parlé de symbole. C'est un statement, mais aussi c'est un symbole fort pour la relance de Montréal. Et si ces mots paraissent un peu convenus, c'est parce qu'ils le sont, mais Dieu, que ça fait du bien de les prononcer en personne. Donc, on se souhaite une bonne relance, une bonne rentrée. Vous me permettrez, avant d'aller plus loin, de saluer 2 partenaires avec lesquels je travaille beaucoup et j'ai beaucoup de plaisir. Il s'agit de mon ami Gaétan Boivin, PDG du Port de Trois-Rivières, de même que Mario Girard, PDG du Port de Québec. Messieurs, nos activités sont complémentaires, mais ensemble, on contribue à une relance durable pour le Québec et j'ai bien hâte de continuer à collaborer avec vous. Merci d'être présent aujourd'hui. Vous le savez, sans en être peut-être parfaitement consciente, à peu près toutes les entreprises qui sont ici aujourd'hui ont un lien probablement assez étroit avec le Port de Montréal. Pensez-y un petit moment, le port n'est jamais bien loin. Pour toutes nos entreprises de haute technologie, le port est essentiel pour recevoir du matériel, mais aussi pour exporter des technologies du Québec. Pour les grands chantiers, comme le pont Samuel de Champlain ou le REM, des composantes importantes arrivent par navire chez nous. Ou par exemple, pour un important chantier d'Hydro-Québec dans le Grand Nord, eh bien, des composantes stratégiques sont arrivées dans les derniers mois ici au Port de Montréal. Pour nos restaurants, nos agriculteurs, pour toute notre industrie bioalimentaire, le port est vital. Pour recevoir des denrées du monde, pour exporter notre sirop d'érable, c'est un beau symbole, c'est facile, mais aussi nos canneberges et les produits transformés de notre très importante industrie agroalimentaire. C'est une chose d'ailleurs qui m'étonne. Montréal est intimement lié à son port, mais je crois qu'on l'oublie trop souvent. Parce que si on demandait aux Montréalais sur la rue, « C'est quoi Montréal pour vous? » Bien, on entendrait, « C'est un centre économique de classe mondiale. » Oui. Une métropole universitaire, certainement. Une métropole culturelle et comment? Une ville de hockey, ça va de soi. Et une destination gastronomique et aussi, et de plus en plus, notamment suite à l'annonce récente de la Ville de Montréal et de Tourisme Montréal. Bravo, Luc et Yves, pour cette belle annonce. Mais Montréal est tout ça parce que Montréal, c'est aussi une ville portuaire majeure. On pourrait même dire que Montréal, c'est tout ça parce qu'en partie, Montréal fut et est encore une ville portuaire ouverte sur le monde. Et ce qui distingue Montréal, ça vient notamment de toutes ces influences auxquelles on a été exposé, notamment par le port, qui est votre port. Votre port a une caractéristique assez unique. Bien qu'il soit profondément situé à l'intérieur du continent, il est lié aux principales chaînes transocéaniques.
Donc, c'est comme si on disait du bout du monde au bout de la rue. Aujourd'hui, je vais vous parler de Montréal et du port de Montréal sous 3 regards. Évidemment, le regard de l'industrie sur elle-même. On est habitué, ça va de soi de se parler entre nous. Mais aussi 2 autres regards peut-être moins intuitifs pour une industrie qui s'est faite peut-être un peu trop discrète dans le passé. Le regard de la communauté sur son port. On est quoi pour vous, au juste? Mais aussi le regard du port vers l'extérieur. Comment nous, comme organisation, on peut faire partie du changement, par exemple, comment on peut contribuer à la décarbonation de l'économie. Et quand on prend des décisions au Port de Montréal, on essaie systématiquement de sous-peser ces 3 regards. J'ai eu l'occasion de côtoyer plusieurs d'entre vous lors de mon long passage chez Énergir de plus de 20 ans et lors d'un petit passage chez Hydro-Québec. Et dans mon ancien métier, on aimait dire « l'énergie, c'est le sang de l'économie ». Ça l'est encore. Mais aujourd'hui, je peux affirmer que le port de Montréal, c'est le poumon de l'économie. Et aujourd'hui, si je peux le dire, c'est parce que j'ai compris que 80 à 90 % des biens et du commerce mondial passent par une infrastructure portuaire. En fait, tout ce qui vous entoure au quotidien, ce qu'il y a au centre de vos tables, a passé par une infrastructure portuaire, la nôtre ou celle des autres ports du Québec. Vous savez, quand je suis arrivé au port au début de l'année 21, c'était la crise. Michel y a fait référence. Il s'en est ajouté. Sur la scène mondiale, et bien évidemment, la pandémie qui s'est accélérée, s'est accentuée. Le blocage du canal de Suez. Vous avez tous appris l'importance du transport maritime lors de ce blocage-là, j'en suis persuadé. Et il y a aussi une pénurie de conteneurs causée par un débalancement mondial de l'offre et de la demande. Mais aussi, sur la scène locale, eh bien, il y a eu un conflit de travail. Je peux vous dire que les présentations n'ont pas été longues suite à mon arrivée. Ça a été un baptême de feu. Et d'ailleurs, merci beaucoup, l'équipe du port, pour votre accueil si généreux. Et Marie-Claude, merci beaucoup pour ta confiance. Donc, avant d'aller plus loin, quelques mots, un petit retour sur le conflit de travail du début de l'année. Ça faisait seulement quelques semaines après mon arrivée que les relations de travail entre le syndicat des débardeurs et l'Association des employeurs maritimes ont mené un arrêt de travail. Le gouvernement fédéral a par la suite exigé un retour au travail après 9 jours de ce qui était en fait une seconde grève en moins d'1 an. La loi spéciale stipule maintenant qu'une convention collective sera rédigée par un arbitre médiateur. Je vous rappelle que le port n'est pas l'employeur des débardeurs. Dans notre cadre particulier, la partie patronale, c'est l'Association des employeurs maritimes. Une situation pour le moins alambiquée qui découle de notre contexte législatif. Mais la loi maritime fait aussi de nous, explicitement, une infrastructure stratégique qui a pour mission la compétitivité, la croissance, la prospérité, mais aussi la sécurité des collectivités. Je réitère que l'on est complètement neutre face aux 2 parties et à la convention collective qui va régir les droits de ceux et celles qui travaillent sur nos quais. Mais on demeure ô combien intéressés dans la réalisation de notre mission. Je l'ai vécu à fond au printemps. La seule perspective du conflit a causé des inquiétudes qui, elles, ont causé des pertes colossales à l'économie du Québec. Et ça, en pleine pandémie. Pourquoi? Bien parce que le port de Montréal manutentionne presque 1 conteneur sur 3 du pays. Interrompre ce service-là, c'est donc fermer la frontière maritime de 1 conteneur sur 3 de tout le pays. Mais pourtant, pendant la pandémie, vous vous souviendrez, on a décidé de ne jamais fermer les frontières terrestres parce que c'était nécessaire à la sécurité des collectivités. Eh bien, moi, je vous dirais que pour les mêmes raisons, les frontières maritimes doivent demeurer ouvertes. Il y a autant de conteneurs qui entrent au port de Montréal qu'il y a de conteneurs qui sortent. Interrompre son service, bien, ça veut dire bloquer l'exportation de vos produits. Si l'effet n'est pas immédiat, il est imparable. Qu'il s'agisse donc d'importation ou d'exportation, le port de Montréal ne peut tout simplement pas être un service public à temps partiel.
Parce que c'est ce qu'il est, le port de Montréal, un service public. Nous sommes au service du public et non seulement de l'industrie. On travaille pour que les entreprises d'ici réussissent mieux. On travaille pour la sécurité des citoyens en assurant la livraison de marchandises critiques, mais aussi de toutes sortes. Voyons quelques données un peu en vrac aussi pour saisir l'importance du port et pour faire du pouce sur ce que disait Michel. On manutentionne au port de Montréal presque 2 millions de conteneurs par année, mais aussi 20 millions de tonnes de vrac, du liquide, du vrac solide, des céréales, du minerai. Et c'est en fait le plus important port connecté sur le bassin atlantique. Et le port de Montréal, ce n'est pas juste pour Montréal, c'est aussi pour les régions. 50 des conteneurs manutentionnés chez nous ont pour origine ou pour destination les régions du Québec. 30 l'Ontario et environ 12 pour les États-Unis. En fait, presque tout ce qui entre ou qui sort et qui est conteneurisé passe dans les infrastructures du port de Montréal. Pourquoi le conteneur? Question bête, a priori, me direz-vous, mais ô combien pertinente et d'actualité depuis quelques mois. Bien, parce que le port de Montréal a évolué avec l'économie de Montréal et du Québec. Avant, ce qu'on achetait, ce qu'on produisait, ce qu'on vendait, bien, ça se prenait à l'appel. C'était du vrac. Il y en a encore du vrac. Il y en aura toujours pour des grains, les céréales, le minerai. Mais le port de Montréal s'est mis au service du secteur tertiaire de l'économie. On échange aujourd'hui essentiellement des biens à forte valeur ajoutée. Et ça, bien, ça se met dans des boîtes. C'est ça, la conteneurisation de l'économie mondiale. La valeur des marchandises qui passent chez nous est d'environ 100 millions de dollars par année. Ça veut dire qu'à chaque semaine, c'est 2 milliards de biens comme quoi? Des équipements électroniques, pour vous, pour moi, des composantes de l'importante industrie aéronautique québécoise. C'est de l'infiniment petit, comme des lentilles bio, à des gros équipements de rechange pour les agriculteurs de toutes les régions du Québec. Le port de Montréal est un maillon d'une chaîne qui compte plus de 6 300 entreprises qui sont tous dans le secteur de la logistique et du transport. Et je salue d'ailleurs au passage Madeleine et Marc et toutes les entreprises qui sont regroupées au sein de Cargo-M. Bonjour à Mathieu, merci d'être présent. Vous savez, le port de Montréal a un modèle d'affaires un peu particulier. Il fonctionne un peu différemment de certains autres ports. On reçoit des navires de 4 000 à 5 000 conteneurs. Et ce qui est particulier, c'est qu'on les vide au complet et on les remplit au complet. Dans les autres ports de la côte atlantique, par exemple à Savannah ou à New York, bien, ce sont des méga-navires. Et qu'est-ce qu'ils font, les méga-navires? Bien, ils disposent, ils déposent et ils reprennent une fraction de leur cargaison et font donc de multiples arrêts le long de la côte atlantique. Au port de Montréal, c'est un peu différent. Et c'est un positionnement stratégique que nous allons développer et auquel on tient, et j'aurai la chance d'en reparler quand je parlerai de Contrecœur. Et en plus, pour des marchés comme l'Europe, bien, le port de Montréal offre le chemin le plus court et le plus sobre en carbone pour atteindre le cœur de l'Amérique du Nord. Donc, pour les grandes lignes maritimes, Montréal, c'est un aller-retour en voyage à pleine capacité. Dit autrement, c'est optimal de venir à Montréal. D'ailleurs, on accueille 6 des 10 plus grandes lignes maritimes du monde, dont par exemple MSC, entreprise suisse, ou Hapag-Lloyd, le leader allemand du cargo, ou encore CMA-CGM, qui est basé à Marseille. Maintenant, si les navires arrivent pleins et repartent pleins, ça veut dire une chose essentielle. Au port de Montréal, on exporte autant qu'on importe. Puis je vais être clair ici. Ceux qui pensent qu'au port de Montréal, on fait juste importer du Made in China se trompent, mais complètement. Le port de Montréal est la plateforme numéro 1 pour envoyer à travers le monde les biens que vous fabriquez. Les plus grandes compagnies maritimes veulent venir à Montréal parce qu'on peut rejoindre ici 110 millions de personnes en moins de 48 heures. Et réciproquement, le port connecte les entreprises exportatrices d'ici à plus de 140 pays. Et cette combinaison import-export
est un facteur de localisation exceptionnel pour attirer des investisseurs, comme le sait très bien mon ami Hubert d'Investissement Québec International. Quand on comprend le modèle d'affaires du port de Montréal, on comprend aussi sa stratégie de développement. Notre plan, ce n'est pas d'accueillir des méga navires. Nous ne sommes pas dans le gigantisme. Notre plan, c'est d'offrir un service adapté à notre géographie et à notre économie. Et comme service public, évidemment, on vise l'excellence opérationnelle. Je le dis déjà souvent, peut-être trop souvent pour certains, mais on veut être intelligent, agile et durable. On est d'ailleurs l'un des 13 membres de l'important regroupement international de Chainport, qui est enfin un regroupement des ports les plus intelligents. Depuis peu, on utilise au port une application qui s'appelle Cargo 2 AI. AI pour intelligence artificielle. Eh bien, c'est une initiative qui a été lancée par l'équipe en pleine pandémie. C'est en fait un algorithme qui permet de repérer des marchandises critiques à travers des milliers de conteneurs pour les livrer plus rapidement. Eh bien, pendant la pandémie, le port de Montréal a ainsi pu prioriser plus de 5000 conteneurs de marchandises critiques, comme des produits pharmaceutiques ou des équipements médicaux. Rassurez-vous, les vaccins, eux, passent chez mon ami Philippe et arrivent par avion à l'aéroport de Montréal. Donc, le port est un peu le reflet de Montréal et de sa réputation d'innovation, et cette appartenance nous donne une crédibilité pour amener du changement aussi dans les chaînes d'approvisionnement. Et ce changement ne sera pas seulement technologique, il sera aussi beaucoup énergétique et environnemental. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, comme dirait l'autre. Le port de Montréal veut effectivement jouer un rôle beaucoup plus grand dans la décarbonation de l'économie. D'abord, en réduisant notre empreinte carbone, celle de nos opérations, mais aussi celle de nos partenaires. De plus en plus, les équipements de chargement et de déchargement sont électriques. On peut en faire plus et on peut le faire plus rapidement, et on va aider nos partenaires en ce sens-là. Pour les navires de croisière, eh bien, on offre déjà une alimentation électrique au port, et donc tous les navires de croisière, s'ils le désirent, peuvent se brancher et consommer notre électricité 100% renouvelable, quasi unique au monde. Mais ensuite, on veut aussi décarboner la chaîne d'approvisionnement. Et au Québec, on le sait, la meilleure façon de décarboner l'économie, c'est par l'électrification. Mais quand on ne peut pas électrifier directement par un fil ou une batterie, bien, on peut le faire indirectement, et là, le port peut jouer un rôle très important. Prenons l'hydrogène, par exemple. Si on prend de l'hydroélectricité et on produit de l'hydrogène, ça donne de l'hydrogène vert. On peut faire la même chose avec du méthanol vert. Eh bien, cet hydrogène vert ou ce méthanol, on peut l'utiliser pour nos trains, pour les navires, mais aussi, pourquoi pas, l'exporter à partir du port de Montréal pour remplacer des énergies fossiles ailleurs. C'est très peu connu, mais cela se passe déjà à Montréal et on veut en faire davantage. Vous savez, si notre port est urbain, la Ville de Montréal, elle est portuaire. C'est donc par la rencontre de ces deux réalités que tout commence. Le port est très impliqué dans sa et ses communautés parce qu'on en fait évidemment partie. Donc, que ce soit à Contrecœur ou à Montréal-Est, on n'aura jamais une occasion d'écouter et d'échanger avec nos voisins. De mes années au siège social chez Énergir, je garde un attachement envers l'Est de Montréal, ses gens, mais aussi leurs besoins. Et j'ai encore un attachement profond envers Hochelaga-Maisonneuve, qui a été mon quartier d'accueil professionnel pendant longtemps, mais aussi personnel. Et je crois à cet égard à une activité économique qui se fait au bénéfice des communautés. Mais pour faire mieux, pour faire plus, il faut se comprendre. Pour être le meilleur port possible dans la meilleure ville possible, il faut travailler ensemble. Si on se comprend bien localement, on sera un acteur de bien plus grande influence au niveau mondial. Et j'en reviens aux trois regards dont je parlais initialement. Et comme on est dans une ère de transformation importante sur le plan économique, environnemental et social, j'ai besoin qu'on prenne le temps de se parler.
Je veux entendre l'industrie, évidemment, mais je veux aussi entendre les Montréalais, les citoyens et les gens d'affaires. Je veux échanger avec vous pour mieux définir la suite. Il y aura donc dans les prochains mois une démarche de discussion et d'échange qui sera animée par le Port de Montréal. Et je veux de cette façon orienter le port vers un objectif économique, social et environnemental en 2030, à temps pour le 200e anniversaire du Port de Montréal. Et ce n'est pas pour faire joli que l'on fait ça, mais c'est parce que c'est nécessaire pour mieux évoluer ensemble. En terminant, j'aimerais dire quelques mots sur le plus important projet d'expansion du Port de Montréal, à Contrecœur, qui avance très bien. On approche tranquillement sur l'île à la limite de notre capacité pour la manutention des conteneurs et on a donc besoin, pour supporter l'économie du Québec et l'économie du Canada, d'agrandir les installations du port. Et ça va se passer à Contrecœur. C'est 1,15 million de conteneurs supplémentaires qui seront manutentionnés à Contrecœur. C'est environ le 50 de la capacité actuelle sur l'île de Montréal. Et encore une fois, c'est nécessaire pour supporter votre croissance. Sa mise en service est prévue en 2025 ou en 2026. Ce projet a été mené patiemment et avec une très grande rigueur. Les études environnementales sur le terrain ont commencé dès 2008, et ça, en collaboration avec ta communauté. Maude, merci pour ça. Le projet a le support financier de la Banque d'infrastructure du Canada, mais aussi du gouvernement du Québec. Et au niveau environnemental, on a tout récemment reçu notre décision favorable de la part du ministre fédéral de l'Environnement. Le projet peut donc aller de l'avant, mais dans le respect de multiples conditions environnementales. Et dans ces conditions, il y a la protection d'une espèce menacée, le chevalier cuivré. Même si le projet n'affecte qu'une infime partie de son habitat, on prend cette situation très, très au sérieux. Nous compenserons entièrement la perte d'habitat en aménageant une zone 2 fois plus grande que celle qui est affectée et qui aura les caractéristiques propices à sa protection. Puis pour réaliser ces projets de compensation, on s'associera avec les meilleurs experts, mais aussi avec les représentants des Premières Nations avec lesquels nous avons déjà commencé à travailler. Finalement, suivez-nous de près parce que dans les prochaines semaines, je salue mon ami Paul au fond à droite, on va lancer un appel de proposition internationale pour choisir un partenaire pour la conception, la construction, mais aussi l'exploitation de cet important projet pour le Québec et le Canada. Mesdames, Messieurs, mes partenaires, j'ai touché beaucoup de sujets, lancé probablement trop de chiffres, c'est un peu mon habitude, mais j'aimerais qu'il reste 3 choses de la conversation qu'on a cet après-midi. Cette idée d'abord que c'est un atout extraordinaire de posséder un important port urbain dans une grande ville portuaire. Nous sommes tous les deux les fiers représentants de l'esprit et du génie de Montréal dans la grande industrie maritime mondiale. Deuxièmement, cette idée que le port de Montréal peut être un bien plus grand contributeur à la décarbonation de l'économie. Et cette idée, enfin, qui m'est vraiment chère, que votre port est un service public, qu'il est essentiel, qu'il est à votre service et que vous avez votre mot à dire. Petit clin d'œil en terminant, en arrêtant tantôt à l'épicerie, cherchez vos pistaches, en buvant votre café bio, dans vos meubles de jardin, à côté de votre barbecue, en écoutant votre radio parler de la plus récente technologie québécoise qui fait fureur sur la planète, dites-vous que sans le port de Montréal, sans le port de Trois-Rivières et sans le port de Québec, votre vie ne serait tout simplement pas la même. Merci. À très bientôt. Merci. Merci, Martin. Pour les habitués, vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, on a commencé à faire en sorte que quand on invite des représentants politiques à la tribune, ils ne peuvent plus s'en sortir seulement avec un discours. Ils doivent répondre à des questions. Et en général, la promesse que je leur fais, c'est que ça va être des questions intéressantes, mais ils ne les connaissent pas d'avance. Et là, il y a des gens qui ont dit, Michel, c'est une formule qui plaît, on devrait essayer de la généraliser. Fait que là, je m'aperçois que je suis posé de te poser des questions
Et je me disais, tabarnouche, il ne faut pas que je me répète, là, il vient de faire son speech. Fait que je veux... tente. Mais c'est ça, mon objectif n'est pas comme un politicien, des fois, de t'amener là où tu ne veux pas aller, ça m'arrive, mais plutôt d'avoir des petites précisions. Et sur des éléments qui sont importants, peut-être dans la communauté, quand on regarde vers l'avenir, je vais t'amener sur un terrain qui est très large, qui s'appelle de l'inflation, et qui inclut dans sa composante le transport, et qui inclut dans sa composante des conteneurs, et qui fait en sorte que beaucoup de gens se disent présentement, est-ce que devant nous, dans la prochaine année, là, on va faire face à une explosion des coûts de transport? Comment ça se passe? Alors, toi qui as une lecture de la situation, comment tu vois évoluer là, les coûts de transport pour des importateurs de quoi que ce soit ou des exportateurs qui utilisent les conteneurs? La question est tellement d'actualité parce que, si vous lisez le New York Times ou la presse, toute la semaine, on a toujours un article sur ce que j'ai appelé, moi, la crise des conteneurs. Il y a un débalancement présentement qui est causé essentiellement par la COVID et par la reprise industrielle. La Chine a fermé en premier, ensuite l'Amérique du Nord a fermé. La Chine a repris et on s'est mis à importer des quantités phénoménales de produits en Amérique et en Europe. Donc, les importateurs, les lignes maritimes, elles ont besoin de conteneurs. Et ce qu'elles cherchent à faire, c'est de prendre les conteneurs en Europe et en Amérique, les ramener le plus vite possible en Asie pour exporter leurs biens. Bien, ça fait en sorte que le coût du conteneur qui vient d'Asie a doublé, triplé, puis quintuplé dans certains cas. Et donc, la facture, elle fait mal présentement, puis elle fait mal aux entreprises d'ici et d'ailleurs. Mais il y a une bonne nouvelle. Partout dans les ports américains, il y a une congestion portuaire également. Donc, les navires attendent à quai. Allez voir les photos, les images, c'est hallucinant. Nous, on n'a pas ça à Montréal parce qu'on n'a pas de congestion portuaire et on n'a pas vraiment de congestion pour sortir les commodités. Donc, il y a un impact et il est moins grand ici, à Montréal, qu'ailleurs, dû à notre réalité géographique puis économique. Penses-tu que ça va se stabiliser au cours de l'année? Je ne veux pas faire de pronostic. Je ne suis pas un expert, je ne le prétendrai pas, mais ce qu'on lit, c'est qu'on en a encore pour plusieurs mois, quelque part début 22, peut-être le printemps 22. Ça va vraiment dépendre de la consommation et de l'offre qui est faite, mais ça fait mal à l'économie américaine présentement et ce n'est pas étranger, effectivement, à l'inflation nord-américaine. Parlons du sujet, là, puis conflit de travail, relation avec... en fait, tu l'as bien expliqué, puis je trouve que c'est très important que tout le monde le comprenne. Vous n'êtes pas l'employeur qui négocie dans le cadre des discussions sur la prochaine convention collective. Donc, laissons ça aux négociateurs, mais peut-être juste pour nous donner une idée, là, dans les faits, ces conventions-là, c'est 3 ans à peu près. Ça veut-tu dire que, normalement, dans le meilleur des cas, on se retrouve avec la possibilité que dans 3 ans, on retraverse ce qu'on a rencontré dans la dernière année? Comment vous abordez ça, vous autres, de part? Oui, ça, c'est la question. Bon, le mandat qui est donné à l'arbitre présentement prévoit qu'il y aura une convention collective et qu'il ne peut pas y avoir d'arrêt de travail durant la prochaine convention collective. 1. 2, on n'est pas à la table. Je vais spéculer si je parle d'une durée de convention. On la veut longue, on la veut durable et on la veut dans le bonheur des deux parties. Quand tu dis on la veut longue, tu veux 5 ans, tu veux 15 ans? C'est pas à moi de décider d'influencer les partis. Je veux vraiment demeurer neutre dans cette discussion-là pour qu'on garde notre rôle de fiduciaire portuaire. Si jamais tu veux aller en politique, là, ça ressemble à ça. Non, mais parlons d'un autre sujet qui, dans le fond, nous touche tous, pénurie de main-d'œuvre. On anticipe, évidemment, une reprise. On anticipe, à travers cette relance, des pressions accrues sur tous les opérateurs. Vous avez ce projet de contre-cœur, tu parlais 2024-2025. Comment vous abordez l'enjeu de la main-d'œuvre? C'est peut-être pas étranger avec les discussions sur les conventions collectives, mais on a vu des ports accorder beaucoup d'importance à l'automatisation, à des nouvelles façons de travailler. Ça veut dire des emplois peut-être à très grande valeur ajoutée, mais nécessairement de la formation de personnel. Comment vous abordez la pénurie de main-d'œuvre et l'évolution de vos équipements puis de vos installations? Pénurie de main-d'œuvre, ça vaut pour tout le monde. Bon, le port, ses employés, nos partenaires ont leurs employés et les lignes maritimes ont leurs employés. Les réalités sont différentes dans les trois. Il y a une chose qui, pour moi, est fondamentale, c'est que le métier maritime, la chaîne logistique, ça doit être dans la tête des gens un métier qui est sexy. On doit le communiquer puis le démocratiser.
Deuxièmement, un port, ça ne se construit pas en 2025 comme ça se construisait en 1960 ou même en 2000. Les technologies évoluent. Donc, on verra avec le choix de notre partenaire à Contrecœur quels seront les choix technologiques. Mais même à Montréal, le métier, les métiers sur le bord de l'eau, pour citer mon ami Daniel, ne sont plus en 2021 ce qu'ils étaient en 2000. Ça a beaucoup évolué et tu l'as dit, ce sont des métiers à valeur ajoutée. Donc, on verra pour la suite à Contrecœur. Parlons, juste pour mettre la table sur Contrecœur, avant la pandémie, le taux de croissance annuel des activités du port, c'est combien, à peu près en moyenne? Entre 4 et 6 environ. 6 Ouais, autour de 5 au cours des 5 dernières années. Puis c'est bon, là. OK. C'est très bon, Michel. Mais check-moi bien avec ma question, là. Check-moi bien. Je t'écoutais tantôt, puis tu disais, Contrecœur, là, si j'ai-tu compris que ça augmente de 50 vos capacités? Oui. Au rythme de 5 de croissance par année, tu as besoin d'un deuxième Contrecœur quand? Je te dirais deux choses. 5 c'est bon, mais les autres parts ont cru des fois de 10 puis de 12 par année. Donc, on est capable de faire plus, et c'est l'une des raisons pour laquelle mes collègues de Trois-Rivières et de Québec sont ici. C'est parce qu'on se dit ensemble, on pense être capable de faire plus de business pour le Québec. Contrecœur, il faut le penser pour les 50 prochaines années, et le 1,15 million, c'est la première phase du projet. Il pourrait y en avoir d'autres, et on a sécurisé suffisamment de terrain pour le futur. Et c'est le dilemme d'infrastructure. Il faut mettre l'infrastructure en place et la voir croître. L'important, c'est d'être en avance sur le besoin. Si on est en retard, je vais avoir échoué dans ma mission, puis l'équipe va avoir échoué. D'où ma question, c'est ça. C'est qu'il faut qu'on le voit. Contrecœur, c'est une étape. Le premier projet, c'est une étape, mais il va falloir voir là, cette croissance puis anticiper, ce que tu dis tout à fait. C'est prévu. Il y a déjà des designs qui sont avancés, mais on a les permis pour la première phase pour aller de l'avant dans les prochains mois. Parfait. Petite question facile comme celle-là. Vous avez un projet dans le Vieux-Port de Tours. Moi, je la vois s'ériger. Je passe devant. Exceptionnel, hein? Bien, on a-tu le droit d'y aller? On peut-tu monter? C'est pas fini encore. Tant que Marie-Claude finisse son chantier. Mais ça finit en fin d'année. Et donc, ce sera la tour du Port de Montréal et ce sera votre tour. Donc, l'année prochaine, ce sera ouvert. Ce sera une perspective, une carte postale. Vous allez voir Montréal, non pas du nord vers le sud, mais du sud vers le nord. Ça va être le plus beau skyline pour voir, le plus beau endroit pour voir le skyline de Montréal. Donc, c'était au début de l'année. J'adore ça, là, quand les politiciens disent ça. Là, fait que tu me dis genre mai-juin, là? Je veux juste te mettre sur la sellette, c'est juste on se prépare l'été. Début d'année, janvier. Janvier, janvier. OK. Bon. Janvier, février, on devrait être en service. Là, parfait. Dernière question, toujours dans le but de te poser une question colle. Toutes les organisations disent, moi, je veux viser une carboneutralité. Quand est-ce que le port se commet là, pour dire, moi, je vais être rendu à la carboneutralité? Ça, tu n'aimeras pas ma réponse, mais je ne le ferai pas parce que moi, je ne fais pas dans la valse des cibles et des promesses. Je veux une cible qu'on va rencontrer avec une rigueur et un livre de recettes imparable. Donc, on a réduit de façon significative notre empreinte carbone au cours des 5 dernières années et maintenant, on va s'attaquer à celle de la chaîne logistique. Les bottines suivent les babines et quand on aura une recette complète pour piner, pour dire une date précise, nous le ferons. Mais l'important, ce sont les gestes, Michel, et non pas les promesses et les cibles du futur. Peut-être juste en complément. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le port et ses propres installations. Maintenant, c'est avec la chaîne elle-même que le travail, pas commence, mais que le travail va avancer le plus. C'est l'amont et l'aval. L'amont et l'aval de la chaîne. Le transport lourd au Québec représente encore 40 des GES du monde du transport. Donc, la voiture électrique, c'est nécessaire, mais le camion à hydrogène, puis le navire au méthanol. Je suis persuadé que Montréal a les compétences et les partenaires, notamment du côté de Montréal-Est, pour contribuer significativement à la décarbonation de la chaîne maritime. Écoute, merci. Merci Michel, pour cette invitation. J'ai eu une très belle expérience avec Sylvie. Je trouve que c'était PDG génial. Moi, j'ai remplacé Isabelle Hudon. J'ai remplacé une femme à l'époque. Tu remplaces une femme. Mais bienvenue à bord. Moi, je veux juste te dire, on forme une équipe. On a à la table ici Philippe, Yves, Hubert. Il y a beaucoup, beaucoup de partenaires dans le camionnage, dans Cargo-M. Je pense qu'on fait bouger les choses d'une façon très positive pour l'économie. Fait que tu es le petit dernier, mais bienvenue. Merci de l'invitation et on en fera davantage. Merci tout le monde d'être présent.